Nous terminons le chapitre Charlie Hebdo, si j'ose dire, alors que Claude Moniquet, évidemment, est resté avec nous, les spécialistes des questions de terrorisme, et il va pouvoir nous parler des 3 influenceurs algériens interpellés pour des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Mais je voulais qu'on écoute Sébastien Chenus qui concluait sur l'époque que nous traversons aujourd'hui. 10 ans après, on est moins libre dans son expression en France, c'est-à-dire les professeurs, les journalistes, les autorités publiques, les fonctionnaires ont compris que publier... Nous-mêmes publier, mais nous on publie pas de caricatures. Mais est-ce que vous pourriez en parler? On en parle d'ailleurs, mais nous savons qu'il y a un risque manifeste, un risque pour nos vies, et comment accepter que dans un pays comme la France de liberté, dans lequel le droit au blasphème, à la caricature, moi je suis attaché à tout ça, existe depuis longtemps, on puisse se dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce que dire « je suis Charlie » est devenu presque iconoclaste. Elisabeth Bornel, ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'on peut montrer ou pas les caricatures aux élèves dans les classes? Elle a répondu hier sur BFM. Je pense que c'est important d'expliquer aux élèves ce que veut dire la liberté d'expression, la liberté de la presse dans notre pays. On peut leur montrer ces caricatures. Oui, on peut leur montrer ces caricatures et je vous dis, ça fait l'objet d'un travail. C'est pas des sujets très simples pour tous les enfants et donc ça fait l'objet d'un travail non pas 5 minutes dans l'année, mais tout au long de l'année, et c'est ce travail qui sera partagé avec les élèves mardi. C'est demain mardi, et effectivement, la journée, si j'ose dire, ne va pas être simple. 17 personnes auront perdu la vie en 3 jours il y a 10 ans. Que s'est-il passé ensuite? Les attentats du 13 novembre 2015, le professeur Samuel Paty décapité en octobre 2020, le professeur Dominique Bernard tué par le terrorisme islamisme. Qu'est devenu l'esprit Charlie? Des humoristes qui ont peur. Je repense aux propos d'Elie Semoun dans le JD News que citait tout à l'heure Laurent Tessier. Pourquoi je pèse mes mots, dit-il? Parce que j'ai peur, parce que je m'auto-censure. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de se demander peut-on rire de tout, mais plutôt peut-on rire de vous. Il est 11h35. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Et Claude Moniquet est donc là pour évoquer ces 3 influenceurs algériens interpellés pour des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Ils sont accusés de faire l'apologie du terrorisme ou de lancer des menaces de mort, des actions qui viseraient particulièrement des personnes qui souhaitent manifester contre le régime algérien. Claude Moniquet, d'abord, ces jeunes gens, je n'imagine pas une seconde qu'ils soient des terroristes, je ne le pense pas, mais est-ce qu'ils ont de l'influence ? Écoutez, en juger, Pascal, par le nombre de personnes qui les suivent sur les réseaux, sur TikTok en particulier, oui, le premier, le plus important, Zazou Youssef avait 400 000 followers. Imad Tintin en a 140 000, je pense, et Doualem 70 000. Donc oui, bien entendu. Alors maintenant, reste à savoir où se situent géographiquement ces followers. Comme certains de ces messages, tous ceux par exemple de Zaza Youssef étaient en arabe, on peut imaginer qu'une partie importante de ces followers sont en Algérie, en Afrique du Nord. Mais il y en a certainement des dizaines et des dizaines de milliers en France. Donc oui, leur influence est incontestable. Alors on va évoquer effectivement leur profil. Zazou Youssef, 25 ans, il appelait sur TikTok à tirer sur les personnes qui manifesteraient contre le régime algérien en France. Il vit à Brest, tirez sur eux, on va vous violer, disait-il. Il a 400 000 abonnés sur TikTok et il avait participé aux émeutes de 2023. Il est né à Mostaganem, dans le nord-ouest de l'Algérie. Ce qui est intéressant chez ce jeune homme, c'est qu'il est algérien sous OQTF. Il est donc placé en détention provisoire désormais. Il est poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Vous avez évoqué également Imad Tintin, qui est également algérien, également sous obligation de quitter le territoire de France, placé sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour les mêmes faits. Il risque également 7 ans de prison. Et puis, il y a Ami Boualem DZ, qui est algérien, lui qui est placé en garde à vue et qui est poursuivi pour provocation publique et directe et qui risque jusqu'à 7 ans de prison. Donc on voit 3 personnes qui n'ont rien à faire sur le sol de France et qui malgré tout, avec Claude Moniquet, y sont. Qui y sont? Alors déjà, c'est une faillite de l'État. Alors pour simple rappel, en 2021,
il y avait eu 7731 Algériens qui avaient été déclarés, enfin qui avaient été frappés d'expulsion, donc qui étaient sous OQTF. Sur ces 7731 Algériens sous OQTF, 22 expulsions ont été effectuées, soit 0,2%. On est encore très très en dessous de la moyenne nationale qui était qui est remontée à 10%, mais qui a longtemps été à 6%. Donc autant dire aucune exécution. Pourquoi ? Parce que l'Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire. Et effectivement, le fait que ces hommes, qui étaient tous, en tout cas les deux premiers, arrivaient assez récemment en France. Zazou Youssef était en France depuis 2020, Imad Tintin depuis 2021. Le fait que ces gens sous OQTF, donc possiblement expulsables, et jugés intelligents d'appeler à tuer des gens, à violer leur mère, à enterrer les morts avec les juifs, ce sont les termes de Zazou Youssef, ça dit bien ce que ça veut dire, ça montre qu'ils n'ont pas peur. Ça montre que ces gens savent qu'ils sont frappés d'une mesure d'expulsion. Ils savent très bien qu'elle ne sera probablement jamais expulsée, exécutée. Et donc, ils sont capables de tout. Et ils se sentent absolument libres. L'État ne fait plus peur. La répression n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, de monsieur, alors je cite son nom, Zazou Youssef, qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Je rappelle qu'il est algérien sous OQTF, que l'Algérie ne le récupérera pas, qu'il est pour le moment placé en détention provisoire, qu'il va donc être jugé, je ne sais pas la peine qu'il aura, mais qu'est-ce qu'on fait de lui une fois que la peine est exécutée ? Alors, dans un premier temps, il faut déjà qu'il y ait une peine. Très clairement, certains jugements ces derniers mois nous ont réservé des surprises. On sait très bien que tous les magistrats ne sont pas sur une ligne répressive et que certains pourraient trouver que ce garçon a des circonstances atténuantes ou que la liberté d'expression doit être protégée. Mais admettons qu'il soit condamné, ce que je souhaite. D'abord, je leur souhaite un certain temps de séjour en prison pour réfléchir à leurs actes. Et puis, il faudra bien, à un moment ou l'autre, trouver la possibilité de les expulser. C'est-à-dire, clairement, aujourd'hui, tordre le bras aux autorités algériennes. Obliger l'Algérie à reprendre. Mais oui, mais comment si l'Algérie... Parce que vous avez lu, par exemple, les déclarations de M. Tebboune. Ceux qui disent que nous avons laissé un paradis en Algérie devraient savoir que 90% du peuple algérien était analphabète au moment de l'indépendance. La colonisation a laissé l'Algérie en ruine. Ils doivent admettre qu'ils ont tué et massacré des Algériens. Ils parlent de la France, bien sûr. Ils ont gazé des Algériens dans des grottes. Et ça, ce n'est pas un génocide. En mai 45, il y a eu 45 000 morts. En l'espace d'un mois, vous n'avez ramené que des destructions. En fait, ce sont des propos sur la France. Et il termine en parlant de monsieur Boualem Sansal en disant « Vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. » Et ces phrases ont été dites par monsieur Tebboune, qui est président de l'Algérie. Et elles ont été dites ces derniers jours. Oui, alors, permettez-moi une parenthèse sur l'Algérie. Monsieur Tebboune, effectivement, manie, comme tous ses prédécesseurs, la culpabilisation de la France pour expliquer les échecs effroyables de la direction algérienne. L'Algérie est potentiellement le pays le plus riche d'Afrique avec ses réserves de gaz et de pétrole. C'est un pays qui pourrait être un espèce d'Eldorado pour les gens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, à Alger, il n'y a pas d'eau dans tous les immeubles. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de transport scolaire dans les petites villes. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de levée de courrier dans certains quartiers. L'Algérie ne fonctionne pas. L'Algérie est en panne parce que les immenses ressources du pétrole ne sont pas investies dans le bien-être de la population. Elles sont investies dans la corruption des généraux au pouvoir et des politiques au pouvoir. Ils sont investis dans des achats d'armes, des dizaines de milliards d'armements qui sont tout à fait inutiles parce que personne ne va jamais faire la guerre à l'Algérie. Tout ça pour permettre à ces gens d'en tenir leur compte sur les bords du lac Léman. Après, c'est facile d'aller dire que c'est la faute de la France qui a quand même quitté l'Algérie depuis 62 ans. Donc, il y a un petit moment qui s'est écoulé. Eh bien, je vous remercie, Claude. On va